Directeur du CRIF-PQ, il me fait plaisir de vous accueillir à ce webinaire. Avant de débuter, mais j'aimerais quand même faire une brève biographie de nos deux conférenciers d'aujourd'hui. Alors, on va débuter par Guilherme Gomes-Moerbec, qui est titulaire d'un doctorat en histoire sociale à l'Université fédérale Fluminense et Visiting Research Fellow au département d'études classiques de l'Université Brown. Il a poursuivi deux postdoctorats, un en enseignement de l'histoire et l'autre en archéologie classique. Il a enseigné pendant 14 ans aux études aux écoles des réseaux publics et privés au Brésil. Il est également auteur de deux livres sur l'histoire ancienne. Et enfin, depuis 2020, il poursuit un postdoctorat en didactique de l'histoire à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal. Quant à Stéphane Martineau, il est professeur titulaire au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a été formé en anthropologie, en sciences de l'éducation et en sociologie, et ses champs d'intérêt vont des fondements de l'éducation aux questions de méthodologie de recherche en passant par le développement professionnel des enseignants. Il a également fondé le laboratoire d'analyse de l'insertion professionnelle en enseignement qu'il a dirigé. Et dans la foulée des activités de ce laboratoire, il a participé en 2005 à la mise sur pied du Carrefour national de l'insertion professionnelle en enseignement, qu'on appelle le SNIP. L'UQTR lui a également décerné le prix d'excellence en recherche, section sciences humaines et sociales, et il dirige la collection Être pédagogue auprès de l'Université Laval. Donc, je pourrais continuer longuement sur la carrière de M. Martineau. Mais vous allez voir, nos deux conférenciers ont beaucoup de, je dirais, d'expérience et vont vous faire une belle conférence aujourd'hui. Et je vous laisse donc entre leurs mains et je vous souhaite une excellente conférence. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup, professeur Villeneuve. Merci à vous. Alors, bienvenue à tous. Alors, Guilherme et moi-même avons préparé un petit menu pour vous. Je vais partager mon écran et pour d'ores et déjà vous permettre de visualiser. Je vais le mettre en mode, voilà, visualiser notre PowerPoint. Alors, le titre de notre présentation, Quand l'histoire alimente la réflexion sur l'éducation. La présentation sera assurée. D'abord, Guilherme va commencer. Je vais enchaîner. Guilherme revient pour présenter une autre partie de la présentation et je terminerai avec des considérations sur l'éducation ou les problématiques éducatives actuelles. Alors, Guilherme, je te cède la parole. Tu pourras me faire signe pour changer de page là, de présentation. D'accord. Bon, merci beaucoup, Stéphane. Bon, je souhaite un fort bienvenue à tout le monde qui nous suit maintenant. Tout d'abord, je tiens à remercier l'organisation du CRIFP, en particulier à Hélène Ménieux et aussi au professeur Stéphane Villeneuve. Et je voudrais exprimer la joie de partager cette conférence avec une collègue auquel j'ai une toute spéciale admiration, le professeur Stéphane Martineau. Et je commence tout de suite cette présentation pour ces diapos qui est là sur votre écran avec une question de notre travail. De quelle histoire parlons-nous? En fait, ici aujourd'hui, on cherche à mettre de l'avant, pendant cette communication, une histoire envisagée comme une discipline ancrée dans le présent. Une discipline capable de nous aider à se débrouiller dans un monde plein des écarts, à développer une pensée critique et à résoudre des problèmes quotidiens. Bref, histoire, pour nous aujourd'hui, c'est une forme de connaissance qui dialogue avec nos expériences et dans ce sens, nous pouvons vous dire d'emblée que les connaissances à propos de la conscience historique d'un côté et de la mémoire d'autre côté nous seront centrales. Tout cela signifie que nous avons pas l'intention de privilégier une histoire d'éducation tout court, parce que l'objectif de cette communication est plutôt d'explorer comment les étudiants en éducation, mais aussi les enseignants, peuvent s'approprier de certains concepts de l'histoire et de la recherche historique pour enrichir leur démarche et pratiques éducatives, plus particulièrement en ce qui concerne les sciences humaines. Et pour faire cela, on passe donc à parler de cette
deuxième diapo de la diversité des approches en histoire. Les approches les plus traditionnelles de l'histoire sont de nature thématique. En réalité, il s'agit d'un exercice intellectuel pour décortiquer la réalité en trois grandes sphères d'analyse. Et ces trois grandes sphères sont là sur les diapos, d'une sphère économique, une autre sociale, une autre culturelle, que je vais parler un petit peu maintenant. La première, donc, une histoire économique. Je vais lire un petit peu les diapos. C'est une approche s'intéressant aux processus conjecturaux ou de longue durée structurelle, très souvent fondés sur des données statistiques et sérielles pour analyser l'évolution des sociétés du point de vue du coût de la vie, du marché, des revenus, de la production, du commerce et de leurs retombées sur la société. En effet, très souvent, pour expliquer dans d'autres mots, autrement dit, on parle très souvent d'une histoire économique et sociale, à la fois économique et sociale. Et pourquoi fait-on cette correspondance? Cette interconnexion économie et société résulte surtout en raison d'un lien étroit entre l'économie, comme je le disais, les flux d'échanges économiques, les commerces, les marchés, et ainsi de suite, et les groupes sociaux et leurs formes d'organisation sociale. Bon, si je reprends un peu l'histoire des tendances de l'histoire, c'est-à-dire des tendances de l'historiographie, de l'écriture de l'histoire, il y a du moins deux courants de l'historiographie, de cette tendances historiques qui sont les plus influentes pour cette approche économique et sociale. D'un côté, celui des annales ou des écoles des annales qui s'organisent autour d'une revue depuis 1929 et qui préconise une approche économique des natures statistiques comme dans les œuvres de Ernest Labrousse, par exemple, ou qui favorise une approche du commerce en Méditerranée développée par Fernand Braudel, par exemple aussi. D'autre côté, d'une autre tendance, il y a la perspective marxiste, qui s'occupe plutôt d'évaluer la relation entre le question de la production et les luttes des classes à partir d'une perspective évolutive de l'histoire. Et donc, je passe à la deuxième approche, c'est l'histoire sociale. L'histoire sociale, c'est une approche s'intéressant à comprendre la dimension symbolique les processus de communication, pardon, histoire culturelle, je lis au contraire. L'histoire sociale, c'est un approche intéressant aux dynamiques de la société, aux luttes sociales, ainsi qu'aux relations entre les structures de la société, les groupes sociaux, l'économie et même les mentalités. Alors, très souvent, dans ces cas de l'histoire sociale, on fait référence, bien évidemment, à Marc Bloch et aussi à Lucien Febvre, les deux fondateurs de la Revue des Annales et d'une approche comparative inspirée par la sociologie d'Émile Durkheim et de Marcel Mauss. C'est bien intéressant, je voudrais souligner ici, et je vais faire une petite digression, si vous me permettez, parce que ces deux approches, l'économique et le social, ont largement animé les débats sur l'enseignement des sciences humaines au Québec aussi, notamment après la conclusion de la commission de la très célèbre commission Parent, alors pendant les années 1960 et 70. Et pour rendre cette connexion de l'histoire des annales et aussi la commission Parent et des retombées historiques et pour l'enseignement de l'histoire et des sciences humaines euh, aux écoles, pour rendre cette connexion plus évidente, selon la propre commission Parent, Stéphane, tu peux aller au prochain diapo parce que je veux lire un petit extrait de la commission Parent. Merci. Euh, selon la commission parent, l'histoire n'est pas une pure succession d'événements et là-dessus, c'est une
approche absolument des annales, une critique, une histoire qui s'épanche plutôt sur les événements, sur les personnages historiques. Ça veut dire d'une critique d'une histoire événementielle, des guerres, des personnages, mais elle illustre aussi la volonté des progrès, le travail de l'homme pour dominer la matière de la nature et les forces économiques et sociales. D'emblée, à remarquer ici la critique encore à une histoire événementielle et l'importance du côté économique et social, peut-être un type d'approche, une histoire plus capable de comprendre les rôles de l'État comme les moteurs du développement économique et social du Québec à ces moments-là. Cet extrait, que je trouve vraiment intéressant, puisqu'on peut commencer à saisir, non seulement à comprendre les processus historiques qui marquent la mise en œuvre des idées éducatives, mais aussi comment les changements épistémologiques et méthodologiques en histoire, c'est-à-dire la manière dont les historiens font l'histoire, peuvent aussi influencer la prise des décisions en matière d'éducation. Un autre exemple pour mieux illustrer cet argument, alors vous pouvez revenir parce que je n'ai pas encore passé à cette diapo, Stéphane. Merci. Un autre exemple pour mieux illustrer cet argument est la controverse qui a eu lieu entre deux écoles et approches historiques pendant la refonte de l'éducation. Il serait tombé de la commission parents. D'un côté, à ces moments-là, il y avait l'école de Montréal, davantage plus attentive à la question nationale, et de l'autre côté, l'école de Laval, qui préconisait une histoire socio-économique nettement héritière des approches d'école des annales. Cette position, bon, il y a des critiques, il y a beaucoup de discussions là-dessus, mais on va prendre comme une sorte d'opposition, a joué un rôle important pendant les années 1960 et 1970 au Québec parce qu'il s'agit d'une période marquée par la production de nombreux programmes scolaires et par l'évolution importante des études concernant la didactique de l'histoire elle-même, qui, bon, est née à ces périodes-là, notamment, par exemple, dans l'école normale de Ville-Marie, dont Michel Allard était peut-être son nom plus célèbre. Mais je m'arrête là-dessus, mais on souligne qu'on va revenir à la question d'une préoccupation des approches en histoire, comme ceux de l'école de Laval, l'école de Montréal, à la suite de notre communication. Et pour finir, est-ce que tu peux revenir, Stéphane, au diapo précédent, s'il te plaît? Euh, Justement, pour finir, la troisième approche est la culturelle. L'approche s'intéressant à comprendre la dimension symbolique, les processus de communication et ces phénomènes linguistiques. Bref, il s'agit d'une histoire qui très souvent envisage comprendre l'attribution du sens culturel. C'est ça. Ce type d'approche, les culturelles, a été développé plus récemment et est issu d'une étroite relation entre l'anthropologie et l'histoire. Cette interdisciplinarité a renforcé l'intérêt pour la compréhension des représentations culturelles, mais aussi de la mémoire et des formes d'expression et de performance des différentes cultures. Dans les cas français, la parution du livre Faire de l'histoire en 1974, si je ne me trompe pas, a marqué le début de ces virages, disons, entre guillemets, ces virages culturalistes dont l'influence s'est fait sentir dans plusieurs langues et même à l'échelle globale. Bon, maintenant, oui, je passe à la prochaine partie de notre présentation. Tu peux avancer, oui, c'est ça. Et s'est posé une autre question. Quelle est ou quelles sont celles qui peuvent nous aider? Ça veut dire quelles sont les approches historiques qui peuvent nous aider. Bon, d'emblée, nous croyons qu'une histoire du pouvoir et des idées politiques ou sociales
peuvent favoriser les dialogues avec l'éducation. Cette approche est à la fois sociale et culturelle, puisqu'elle porte sur les enjeux liés aux relations des pouvoirs, aux conflits sociopolitiques et à la production du savoir, comme souvent on peut apercevoir lors de la création d'un programme d'études. Cette relation entre politique, savoir et éducation est vraiment bien marquée dans ces processus. On veut souligner ici que l'étude des dynamiques relationnelles du pouvoir et les dimensions politiques et éthiques de l'éducation peuvent également nous aider à mieux comprendre les questions sous-jacentes à l'enseignement des disciplines, notamment celles des sciences humaines. Et pour faire ça, on, on a choisi ici quelques bonnes questions qu'on peut s'en servir, comme par exemple des questions on a nommé des questions de premier degré. Pourquoi enseigner certains savoirs plutôt que d'autres? À qui revient la responsabilité de les choisir? De choisir les savoirs, bien sûr. Si je décide d'enseigner une thématique socio-historique particulière, quelle est sa pertinence pour la société? On peut se pencher un peu plus profondément dans des questions de deuxième degré herméneutique. Bientôt, Stéphane va se pencher sur cette question herméneutique, mais on peut se demander aussi quelles sont les compétences intellectuelles à développer lorsque nous enseignons l'histoire du Québec ou du Canada, par exemple, au deuxième cycle du secondaire. Mais à la fois, on peut se demander quels sont les concepts plus importants pour le deuxième et troisième cycle du primaire. L'histoire est toujours là et l'histoire pose toujours des questions socio-historiques qui nous fait réfléchir à propos de la société. Et dans un troisième moment, on peut même se demander, plus concernant la didactique de l'histoire, quelles seraient les meilleures approches pédagogiques pour aborder, pour envisager ces savoirs historiques. Donc, pour finir cette partie, il faut prendre conscience de la relation, que je pourrais dire intime, entre l'apprentissage et l'enseignement de l'histoire et les enjeux du présent. Toujours, on doit envisager d'une certaine façon, si on veut enseigner, faire apprendre une histoire plus thématique, plus axée sur les contenus. Aussi, au contraire, on veut envisager, on veut enseigner une histoire davantage centrée sur l'apprentissage de sa méthodologie, ses concepts procéduraux, c'est qu'on aujourd'hui appelle la pensée historique. Bref, pour comprendre ces mouvements historiques, les mouvements qui nous enrichissent et nous permettent de nous appuyer sur un ensemble de savoirs établis par les générations précédentes, et bien sûr, pour un professionnel de l'éducation, c'est important à la fois d'être compétent pour mobiliser des ressources en vue de résoudre des problèmes en contexte d'action, mais aussi se comporter en tant qu'héritier, comme critique et interprète de sa propre culture, ça veut dire un médiateur culturel. Et donc, pour faire ça, établir une relation plus proche de l'éducation et sa historicité au fil du temps, bien sûr, en essayant de bien comprendre les enjeux économiques, politiques et historiques du moment, c'est tellement important pour aller profondément et comprendre mieux ce qu'on va et enseigner de véritablement important pour la société. Et on passe maintenant à la partie qui, Monsieur Martineau va se pencher sur. Tout d'abord, je dis euh, un petit mot avant de commencer sur le herméneutique. C'est une discipline d'histoire comme une discipline herméneutique. Et donc, mon cher ami Stéphane Martineau, il va expliquer beaucoup mieux que moi, certes, ce qui est cet art d'interprétation et comment l'histoire peut elle-même faire
être un instrument d'interprétation du monde pour les éducateurs. C'est à vous, mon cher ami, la Mhm. parole. Je te laisse la parole. Merci, Guilherme. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu, vous ne serez pas surpris de la référence à Gadamer et à Paul Ricoeur, deux philosophes que j'affectionne beaucoup, alors avec lesquels Guilherme est bien en accord aussi. Je vais simplement vous présenter, naturellement succinctement, trop succinctement, la pensée de ces deux personnages-là, puisqu'ils alimentent notre réflexion sur en quoi l'histoire peut-elle être euh, toujours actuelle pour comprendre les phénomènes éducatifs aujourd'hui, tant les programmes scolaires en général, et les programmes d'histoire et l'enseignement de l'histoire, mais aussi l'histoire comme discipline qui permet de penser les problématiques éducatives, on les verra tout à l'heure, euh, qui sont propres à notre société actuelle en 2025. Alors, Hans-Georg Gadamer, c'est un philosophe allemand qui a eu une carrière magistrale et très longue. Il est mort à 102 ans, ce qui en fait un des philosophes qui a vécu, je pense, le plus longtemps. Alors, bien sûr, dans la perspective herméneutique, on ne peut pas adhérer à une vision positiviste de l'histoire, c'est-à-dire l'historien dit le vrai sur une époque donnée, à un moment donné. Parce que, tout simplement, la relation qu'on entretient avec l'histoire, bien, elle est bien évidemment fondamentale, mais elle est fondamentalement une question d'appartenance. Alors, ce qui veut dire que l'historicisme pensé ici d'un point de vue herméneutique signifie que on ne postule pas une succession de mondes clos sur eux-mêmes. Et là, c'est important, ça. C'est-à-dire, l'histoire, bien que passée, n'est pas complètement passée. Il y a dans le présent des éléments de l'histoire qui continuent à, j'oserais utiliser le terme grouiller et à impacter, pour utiliser un terme que je déteste, mais qui me vient à l'esprit, à impacter sur ce qui se passe au quotidien dans une société. Donc, nous sommes exposés à l'histoire. Le passé se conserve malgré les transformations que l'on vit et il nous parle aussi à travers les événements que nous rencontrons, les expériences que nous faisons, ce que Gadamer appelle la tradition. C'est-à-dire, la tradition, ce n'est pas ici dans un sens traditionnaliste, mais c'est bien tout ce qui est arrivé avant et qui influence, je ne dirais pas détermine, mais influence en partie notre manière de penser les problèmes que nous rencontrons. Donc, nous pensons donc l'histoire à partir de notre situation actuelle. Notre vision est donc toujours naturellement finie, mais l'horizon qui est le nôtre se déplace avec nous. Par exemple, nous regardons vers le futur. Quelle sera la société du Québec dans 10 ans? Mais quels sont les problèmes qui existent aujourd'hui dans cette société-là? Eh bien, les problèmes actuels sont alimentés et peuvent être mieux compris si on regarde ce qu'a été l'histoire de l'éducation au Québec à partir du 19e siècle, par exemple, et les réponses qui ont été données par les acteurs historiques de l'éducation. On va en présenter tout à l'heure un peu plus loin. Donc, le passé n'est pas une altérité absolue. Ce que cette phrase un peu alambiquée, très abstraite veut dire, c'est qu'une fois que le passé est passé, il n'est pas complètement passé. Il y a toujours, il n'est plus une étrangeté qui n'a plus de lien avec nous. C'est ça que l'herméneutique gadamérienne met en évidence. Et pour nous, comme cadre interprétatif, c'est fondamental. Donc, ce qui fut un horizon du passé peut rencontrer notre horizon du présent. J'utilise ici les expressions de Gadamer, ce qui veut dire qu'il y a fusion des horizons. En d'autres termes, la manière dont les hommes et les femmes pensaient l'éducation en 1930 au Québec et la manière dont nous pensons et vivons les problématiques éducatives, donc en 2025, peuvent se rencontrer par une forme de dialogue. Je le répète, il n'y a pas
contrainte ou cause à effet de ce qui a été dans le passé versus ce qui est présent, mais une rencontre des réflexions et une interfécondation des perspectives. Alors, cette fusion des horizons est possible du fait que je, je suis conscient d'être exposé aux effets de l'histoire et donc que l'histoire agit dans mes actes de compréhension. Bien évidemment, au quotidien, cette conscience-là n'est pas nécessairement, affleure pas nécessairement à la conscience, justement, mais nous sommes toujours, à quelque part, des êtres sociaux, culturels et historiques, et les sociétés le sont également. En proposant l'idée de fusion des horizons, Gadamer donc réfute à la fois l'objectivisme, à savoir que euh, voici et le positivisme, la science ou l'histoire dit le vrai d'une époque, ok? Et cette époque-là est révolue, et voilà, on peut la décrire, la comprendre, et voilà, c'est enfermé, c'est le monde clos et fini dont je parlais il y a quelques minutes. Alors, Gadamer réfute à la fois l'objectivisme, ok, qui est incapable de penser la conscience historique ancrée, ok, et l'idéalisme de type hegelien, je m'excuse d'être un peu dans les abstractions, qui pense l'histoire comme un horizon unique, l'histoire comme un avènement de la raison. Ce que ça veut dire, ce jargon-là, un peu épistémologique, c'est que l'histoire n'est ni quelque chose de fini dans le temps, complètement, qui n'a pas d'impact sur ce qui arrive ultérieurement dans une société, ni non plus quelque chose qui répondrait à une forme de téléologie, c'est-à-dire nous, les, les sociétés avancent de plus en plus vers un mieux-être et vers l'avènement d'une rationalité plus grande, etc., ce qui était le propos de l'hégélianisme ou de l'idéalisme hegelien. Le passé est donc continuellement compris à partir de notre horizon du présent, donc nos préoccupations présentes, mais il est réinterprété par rapport à notre situation présente. Pour nommer ce processus, Gadamer parle d'application. Et ça, c'est intéressant parce que dans un vocabulaire actuel, le mot application, à mon sens, pour les modernes de 2025 que nous sommes, fait peut-être plus de sens. OK? C'est-à-dire que nous sommes toujours dans un rapport à nos questionnements actuels, c'est-à-dire nos questionnements à la fois sur l'histoire, mais à la fois sur la société, sur ce que nous vivons, se nourrissent des problématiques actuelles, mais ces problématiques actuelles ont une histoire. Et comprendre l'histoire qu'elles ont et quelles sont les réponses qu'on a données aux problématiques, à ces mêmes problématiques-là, permet de les repenser autrement, de les recadrer et éventuellement, sinon de trouver des réponses, peut-être parfois de mieux poser des questions à leur sujet. Alors, bien qu'il agisse sur nous, on ne subit pas simplement le passé. Nous agissons sur lui et ce faisant, nous agissons sur nous. C'est ça l'idée d'application. Donc, si nous ne sommes jamais de parfaits innovateurs, au sens où nous ne créons pas ex nihilo la société, nous sommes toujours des êtres historiques, nous ne sommes pas non plus de simples suiveurs, excusez le terme un peu barbare, au sens où nous ne sommes pas non plus des marionnettes qui ne font que reproduire le passé. En fin de compte, pour l'herméneutique, l'histoire est une expérience, celle d'être exposé aux effets de l'histoire. Ce faisant, et retenez bien ça parce que quand on va parler tout à l'heure de certaines problématiques actuelles en éducation et en quoi l'histoire peut aider à les comprendre, cet élément-là nous semble capital. Donc, ce faisant, l'histoire est ancrée dans la mémoire puisque l'action continue du passé qui définit la tradition implique que cette dernière opère comme mémoire individuelle et collective. En d'autres termes, Gadamer nous dit, l'histoire n'est jamais totalement passée. Elle continue à nous travailler et à travailler, bien évidemment, ce que nous sommes, ce que nous devenons, et la réflexion sur cette histoire permet de penser
d'alimenter notre pensée sur ce que nous traversons comme problématique, permet de mieux calibrer ou de mieux définir les problématiques que nous rencontrons et éventuellement, peut-être, de trouver des solutions mieux adaptées. Ça, c'est un projet, disons, difficile, mais c'est pas impossible. L'autre philosophe dont je vais vous parler, encore là, trop et très rapidement, c'est de Paul Ricoeur, philosophe français celui-là, également dans la tradition phénoménologico-herméneutique, à l'instar de Gadamer. Donc, pour lui, la compréhension de soi, ou la compréhension d'une société sur elle-même ou de l'individu sur lui-même, passe nécessairement par l'analyse du monde symbolique, social et culturel. Rappelez-vous ce que Guilherme disait tout à l'heure sur l'histoire sociale et culturelle. Donc, l'analyse du monde symbolique, social et culturel, où la conscience peut trouver les traces de sa propre activité devenue en quelque sorte extérieure à elle-même. En d'autres, qu'est-ce que ça veut dire? Les œuvres d'art, mais c'est aussi les lois qui ont été adoptées, c'est les activités parlementaires, les discussions. Guilherme évoquait tout à l'heure le rapport Parent, la Révolution tranquille. Alors, ce sont des traces. Ces traces-là ou ces événements-là sont des activités qui sont devenues extérieures aux individus et qui se sont en quelque sorte objectivées. Dans un sens où ce qui était des événements, des structures qui ont été mis en place pour répondre à des questions, deviennent en quelque sorte objectivés et l'analyse de ces éléments objectivés-là permet de nous comprendre. Alors, on ne part donc jamais, vous reconnaissez que là-dessus, il s'entend avec Gadamer, on ne part jamais de zéro dans notre réflexion, mais toujours on recommence. Recommencement nourri par le langage, nourri par les œuvres de l'humanité. Et quand on dit œuvres de l'humanité, imaginez pas simplement grandes réalisations humaines dans les arts, la peinture, la sculpture, l'architecture, etc., ou la musique. On parle ici de toute forme de réalisation. La Révolution tranquille, les idéaux éducatifs qui étaient ceux de la Révolution tranquille sont des éléments qui ont nourri, ok, se sont inscrits dans la tradition québécoise, ont laissé des traces qui sont analysables et qui permettent éventuellement de repenser et de penser ce que nous sommes comme société. Nous ne sommes pas des Américains, c'est très à la mode d'en parler ces temps-ci. Nous ne sommes pas des Américains, nous avons un autre passé et d'autres événements euh, ont, ont influencé, ont façonné ce que nous sommes comme citoyens québécois ici. Donc, l'être humain est ainsi à la fois finitude, c'est-à-dire que notre vie, elle va prendre fin un jour, mais aussi infinitude à travers les œuvres avec lesquelles nous dialoguons. C'est pourquoi n'importe quel anthropologue ou sociologue vont vous dire, bien que l'idéologie actuelle semble nous tourner un peu vers une sorte d'égocentrisme, un peu du genre après moi le déluge et je suis centré, le monde va s'écrouler quand je vais mourir, mais ce ne sera pas le cas. Le monde nous préexistait et le monde continuera à exister après nous. Or, prendre acte de cet élément-là, qui est une évidence, quand on l'applique dans l'analyse des sociétés, l'analyse des phénomènes éducatifs, ça veut dire qu'une perspective historique sur ce qui a précédé est nécessaire pour comprendre ce qui advient aujourd'hui. L'infinitude de l'être humain se trouve donc dans le langage qui est certes un système de signes, bien évidemment, mais qui est aussi, et peut-être surtout, un discours, c'est-à-dire capacité de dire quelque chose sur le monde, tant sur soi que sur les autres. Le passé parle. Le passé peut être aussi vu comme une forme de discours qui nous parle de nous-mêmes et nous parlons au passé, dirait Gadamer, puisque notre horizon, dans les termes gadamériens, rencontre l'horizon du passé et s'interféconde. Donc, afin de me penser collectivement, individuellement, je dois nécessairement passer par l'extériorité, le langage, les œuvres, l'histoire, mais cette rencontre de l'extériorité est nécessaire et représente non seulement une exigence épistémologique, mais aussi un principe éthique. On n'aura pas sur la dimension éthique, on ne va pas élaborer beaucoup,
Je vais essayer d'être, pas trop prendre de temps. Donc, un fait historique ne peut être réduit à un statut de simple exemple d'une loi, comme le pense le positivisme. Vous voyez, Ricoeur, tout comme Gadamer, critique le positivisme. Mais contrairement à ce que pense le courant intentionnaliste, on peut non, on ne peut pas rester dans l'analyse de l'histoire à la seule analyse des intentions des acteurs à l'époque. Quelles étaient les intentions de Napoléon d'envahir une partie de l'Europe, par exemple? Cette analyse des intentions des acteurs, bien difficile à appréhender dans l'histoire d'ailleurs, est aussi lacunaire. Mais une analyse positiviste qui tenterait de dire voici ce qu'a été l'Antiquité romaine. Et ce que je dis dit la vérité complète sur ce qu'a été l'Antiquité romaine. Cette vision d'histoire est une illusion. Donc, contre le courant intentionnaliste, Ricoeur affirme que l'histoire n'est pas la somme des intentions des protagonistes, mais contre les positivistes, il va nous rappeler que les explications historiques sont insérées dans des discours narratifs et sont déjà des faits interprétés. Alors, tout fait du passé et tout fait auquel on se réfère dans le passé. Donc, le passé est une construction. Notre passé, c'est-à-dire notre vision de la Révolution française aujourd'hui, est le fruit des traditions interprétatives des historiens qui ont travaillé sur la Révolution française. Alors donc, cette tradition-là continue de travailler notre représentation de la Révolution française. La même chose que la Révolution tranquille, c'est-à-dire ce que nous savons, disons et pensons de la Révolution tranquille est le fruit, c'est déposé dans des œuvres, des lois, des écrits, le rapport Parent, etc. Mais c'est aussi le fruit de ce qu'a été la tradition interprétative de cet événement majeur dans l'histoire de la société québécoise. Donc, cette tradition interprétative qui vient jusqu'à nous et qui vient colorer et influencer ce que nous pouvons en penser. Alors, si l'histoire est inséparable du récit et donc de la prise en compte des intentions des acteurs, elle est tout de même une discipline à visée scientifique qui doit faire la preuve de ce qu'elle avance. Alors, par conséquent, explication, les faits objectifs, et compréhension, l'intention des acteurs, sont alors nécessaires. En tant que discipline éminemment herméneutique, l'histoire doit donc dépasser à la fois la phénoménologie, et le positivisme pour interpréter adéquatement le passé. Donc, Ricard essaie ici de dépasser une vision positiviste de l'histoire plutôt et abandonnée dans une certaine mesure par bonne partie des historiens actuels, mais aussi une vision intentionnaliste, où l'histoire se résume à chercher ou à comprendre les intentions des acteurs visés qui est pour lui limitative. Ce qui nous conduit à la troisième partie qui s'intitule Comment passer le passé aide à comprendre et à vivre le présent. Alors, Guilherme, je te cède la parole. Merci Stéphane pour présenter cette partie plutôt philosophique et théorique de l'histoire, cette base interprétative que l'histoire s'utilise pour produire de la connaissance. Et maintenant, on essaie de faire le plus concret, c'est-à-dire connecter la première partie plutôt contextuelle, la deuxième plutôt philosophique au monde empirique, au monde de la vie, aux choses qu'on peut dégager de l'histoire. Bon, voilà. Moi, j'insiste sur la dimension historique, pardon, la dimension herméneutique de l'histoire, parce que elle repose dans la possibilité de comprendre, je remarque ça, l'attribution du sens culturel par les individus et par les groupes sociaux, bien sûr, mais ainsi pour comprendre le phénomène culturel et social en divers domaines, la vie religieuse, la vie quotidienne, la vie du travail, les luttes sociales, les engagements politiques et bien évidemment en l'éducation. Et ces diapos-là, c'est tellement un peu drôle pour montrer ça, mais il faut faire attention que la compréhension la
plus profonde de l'histoire parvient de notre compétence de saisir l'historicité des choses. Autrement dit, mon chers amis qui sont là à l'écoute, tout est historique, tout est impermanent. Même les sens qu'on peut attribuer pendant notre exercice d'interprétation quotidien changera au fil des temps. C'est tellement curieux de voir ça. Le, le pyramide de l'Égypte était-il aujourd'hui, ils sont un site historique très important pour l'État égyptien, pour attirer les gens, enfin, dépenser son argent là-bas et visiter. Mais un nécropolis, je m'excuse du grec là-bas, mais une nécropole, qu'est-ce que ça veut dire? Une ville des morts, un cimetière monumental qu'il était à l'époque des- de son histoire ancienne. Qu'est-ce que le sens qu'on peut attribuer aux pyramides? Bien évidemment, aujourd'hui, c'est tellement différent du sens qui a été attribué à l'époque de de ces constructions. Deuxième image de Jacques Cartier, j'ai pris cette image d'un livre que j'ai acheté pour mon petit-fils de 11 ans. C'est une belle, très belle collection de Quelle histoire de la maison éditoriale, de des petits livres tellement bien illustrés à propos d'histoires, de personnages. Voilà, c'est intéressant de dire ça, à la fois de faire une remarque que c'est une façon très traditionnelle de présenter l'histoire. Traditionnelle dans le mauvais sens, ça veut dire d'une histoire qui est plutôt centrée sur les héros, sur les personnages plus importants, à la fois qu'on laisse tomber un peu, on écarte un peu l'importance de la vie quotidienne de la population, des majorités, des peuples, etc. Quoi qu'il en soit, je vous demande, Jacques Cartier, civilisateur, destructeur, qu'est-ce que ça veut dire enfant? Ça dépend de l'interprétation, ça dépend du moment euh, dont on fait ce type d'interprétation. Et donc, à la fin, éduquer, pardon, il y a un petit coquille là aujourd'hui, mais éduquer. Pourquoi hier et aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire éduquer au fil des temps? Tout a une historicité, tout change d'essence. Ça veut dire qu'on éduque aujourd'hui, certes, dans un sens tellement différent qu'on a faisait à la Grèce ancienne, Rome ancienne, ou même pendant les processus de la modernisation et avant la modernisation de l'éducation au Québec, par exemple. On passe au prochain diapo, s'il te plaît, Stéphane. Il- une chose importante que je me demande, si chaque être humain est né dans une certaine période et il est héritier, nous n'avons pas beaucoup de choix en principe, n'est-ce pas? Nous sommes nés dans une certaine culture, dans un moment historique, dans un système économique donné. En principe, nous n'avons pas exactement de choix à propos de cet héritage. Mais après, oui, parce qu'on va passer par des formes de socialisation, d'éducation, qui va devenir une sorte de seconde nature qui façonne un phénomène à la fois psychique et culturel qu'on a nommé des consciences historiques. Et ça, c'est profondément herméneutique. La conscience historique est la capacité humaine pour se repérer à travers son expérience temporelle et spatiale. Bien sûr, je dis spatial, pas des astronautes, je dis spatial dans l'espace social. Donc, en termes simples, la conscience historique fait référence au passé comme une véritable archive à la fois individuelle et partagée d'informations socio-culturelles. Elle fait référence au présent et sa fugacité, mais une fugacité pleine de densité qui nous souscrit dans un monde d'événements quotidiens, mais aussi au futur et dimension de la projection des idées, des projets de société qu'on fait à partir du présent. Et comme disait Stéphane, d'après Gadamer et Ricoeur,
À partir du présent, on crée une sorte d'horizon d'attente. Cet horizon d'attente, c'est exactement cette capacité de projeter le futur en utilisant une relation étroite entre le résumé du passé et du présent. Et voilà, on continue, Stéphane, pour cette partie que je trouve peut-être la partie plus importante de notre présentation. Sont trois mouvements intellectuels pour comprendre que le passé ne meurt pas complètement une fois passé. Et nous vous invitons à faire un exercice à partir de ces trois mouvements et de les utiliser peut-être dans sa vie et dans vos études et dans votre vie. On y va. Le premier exercice, le premier mouvement intellectuel, on a écrit, c'est éviter le présentisme et le réalisme naïf. Mais qu'est-ce que le présentisme, par exemple? Le présentisme, selon François Hartog, est une expérience contemporaine du temps. Le présentisme marque la fin de la croyance au progrès linéaire qui avait structuré la modernité européenne, soit une croyance plus téléologique, comme chez les marxistes, à propos d'une société qui va arriver à un certain moment de n'avoir plus de classes sociales, soit aussi à propos d'une croyance plus naïve dans laquelle le progrès de l'humanité, technique et scientifique, nécessairement serait traduit comme le bonheur. Euh, donc, ces deux types de les présentismes marquent un peu la fin d'une croyance et les regards dans le futur. Le futur commence à disparaître comme un horizon des possibilités. Le présentisme signifie donc qu'on passe d'une confiance dans les progrès à l'indifférence ou même à la peur vis-à-vis un avenir peut-être dystopique. Et on vit aujourd'hui ces types de choses dystopiques qu'on crée toujours les guerres, invasions, guerres commerciales. Et on commence à penser la possibilité d'un futur beaucoup pire que le présent. Mais, bref, le présentisme nous fait ressentir plutôt dans un monde comme un présent perpétuel, un présent immobile, où tout se passe comme s'il n'y avait plus que le présent. Un présent omniprésent, un présent omnipotent, qui s'impose comme le seul horizon possible et qui ne valorise que l'immédiateté. Écoutez bien, c'est que c'est un peu difficile parfois, mais dans ces sens de présentisme, nous risquons de perdre notre capacité à discerner les passés avec un sentiment d'altérité et de différence. Ainsi, dans le présentisme, le passé est souvent convoqué de manière anachronique et réinterprété en fonction des besoins du présent. Ça veut dire réinterprété d'une façon idéologique, au lieu d'être considéré dans sa propre logique et historicité. Et le futur, comme je le disais, s'il existe véritablement, il apparaît soit comme dystopique, soit comme un véritable piège. À côté de ces présentismes qui nous font perdre l'altérité avec les passés, le présent est toujours là, il va continuer un peu à être comme ça, je ne peux changer rien de ma société. Il y a aussi le réalisme naïf. Le réalisme naïf est très commun chez les jeunes étudiants, par exemple. Qu'est-ce qu'il propose? Le réalisme naïf repose. Il repose sur une isomorphie entre l'histoire et les évaluations du passé. L'histoire n'est alors plus perçue comme une discipline interprétative et une constitution, mais comme un simple récit de ce qui s'est réellement passé à un moment donné. Le problème, les problèmes en histoire, donc, va être plus technique, de ramasser les sources tout simplement.
L'histoire, pour le réalisme naïf, reflète directement et objectivement les événements passés, sans tenir compte de la médiation des sources et, plus important, des interprétations des cadres conceptuels et des historiens. Il faut donc éviter tant le présentisme que les réalismes naïfs pour faire une bonne utilisation de l'histoire. Le deuxième mouvement intellectuel, c'est d'être plus conscient des enjeux entre la mémoire et l'histoire. Et si vous me permettez, je fais une petite digression ici. Je reviens à l'histoire ancienne et Hésiode qui a écrit une sorte d'histoire de la mythologie grecque. Il a parlé de Mnémosyné. Mnémosyné était une titanide, une déesse qui a eu une relation amoureuse avec son neveu Zéus. Oui, Zéus, j'imagine que vous connaissez bien. Zéus, le maître de l'Olympe. Et de cette union sont nées les muses. Les muses, ces déesses qui incarnent différentes formes d'inspiration de ce qu'on appelle aujourd'hui les arts, la littérature, les sciences, et ainsi de suite. Et pour faire une petite blague, voilà, le, le, la, la fille de la mémoire, Mnemosyné, la mémoire et de Zéus était la muse Clio. Clio, ça veut dire l'histoire. Et donc, une fillette, c'est curieux de dire que l'histoire est fille de la mémoire. Et donc, une fille, disons, très difficile. Bon, de toute façon, je lis cette définition un peu de mémoire qui est tellement intéressante de l'égyptologue Ian Assman. Il va dire que la mémoire n'est pas simplement un moyen de conserver des informations, mais plutôt une force capable de façonner l'identité culturelle et de permettre aux cultures de répondre de manière créative tant aux défis du quotidien qu'aux changements catastrophiques. La mémoire est un phénomène de langage et de communication. Nous sommes toujours là avec la mémoire soit culturelle, une mémoire souterraine, l'oubli fait relation aussi à la mémoire, les lieux de mémoire, comme le patrimoine qu'on peut voir un peu partout dans nos rallyes historiques, les traumas comme forme d'histoire, les gens qui sont traumatisés par un processus historique, les assassins de la mémoire, comme une fois dit Pierre Vidal-Naquet dans un livre très célèbre, la mémoire collective, la mémoire individuelle, et ainsi de suite. Donc, nous avons plusieurs possibilités d'approcher cette mémoire. Les enjeux entre les mémoires et l'histoire sont tellement importants. Et je pars donc à ces enjeux-là, à ces enjeux entre mémoire et l'histoire. Et le troisième mouvement intellectuel, c'est donc faire attention au passé pratique et, aux thèmes sensibles. Voilà. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que signifie passé pratique et thèmes sensibles? On y va. On, on se penche sur ça maintenant. De temps en temps, il nous faut justifier. Il nous faut justifier, argumenter, légitimer nos propositions et voire même nous excuser face aux contraintes, face aux idées des autres. Lorsque nous utilisons les passés de notre argumentation ou qu'il est passé fait partie d'un ensemble d'informations ou de valeurs que nous devons invoquer, cela signifie que nous nous trouvons face à un passé pratique. Un passé pratique, c'est un passé qui demeure encore présent. Et comme vous verrez très bientôt concernant les programmes scolaires, pardon, ces passés pratiques si est rendu comme une thématique sensible en sciences humaines, parfois nommée comme controversée, thématique controversée. Elle est capable de susciter l'intérêt non seulement des étudiants, non seulement des enseignants ou des chercheurs, mais de toute la société qui,
s'érançant d'un passé encore vivant. Et comment on peut envisager notre avenir entre le passé et les peut-être écouter plus tard les chansons de Paulinho da Viola. Paulinho da Viola est un très célèbre compositeur et musicien brésilien de samba et qu'une fois a écrit une chanson et dans une petite partie, la chanson s'appelle Dança da Solidão, ça veut dire la danse de la solitude. Et dans un certain moment, il va dire, mon père, je cite Pauline de Viol, mon père toujours me disait, mon fils, fais attention, quand je pense à l'avenir, je n'oublie pas mon passé. Voilà, mes chers amis, c'est un exercice herméneutique et de cohérence que Pauline de Viol propose. Et il doit suivre les trois mouvements intellectuels critiques qu'on vient de décrire. Éviter les présentismes et les réalismes naïfs, être conscient des enjeux entre la mémoire et l'histoire et faire attention au passé pratique et aussi aux thèmes sensibles pour bien réussir à une approche plus ouverte, plus critique, aussi plus empathique qui sont connectés à chaque nation, à chaque région, à chaque ethnie, à chaque groupe social, dont faire face et qui font face à sa propre historicité. Et pour finir, ma partie ici est passée à considération finale de mon collègue Stéphane. J'ai pris la parole pour longtemps, mais j'ai promis de revenir au sujet de l'école de Laval de Montréal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi oui. Et les questions qui concernent à la fois un cadre épistémologique concernant la production d'histoire et l'importance de l'histoire pour l'éducation. Je fais tout d'abord un avertissement. Je départ d'une comparaison exploratoire. Autrement dit, il ne s'agit que d'une façon préalable d'approcher une question. Selon quelques auteurs, la question centrale du débat entre l'école de Laval et l'école de Montréal pendant les années qui suivent le rapport parent est au cœur d'un débat concernant le Québec après la conquête. D'autres auteurs pensent que cette question n'est pas tellement importante parce que les deux écoles sont issues d'un même processus historique, d'un nouveau nationalisme de modernisation du Québec dont l'origine était la Révolution tranquille. Quoi qu'ils en soit, j'aimerais poser deux questions importantes. Première question. Quelle est l'importance de l'histoire nationale pour l'apprentissage de l'histoire, pour l'identité et pour la mémoire? Deuxième question. Est-ce que ces débats autour d'une histoire nationale existent encore aujourd'hui, même en changeant les contextes historiques? Je ne vais pas répondre si oui ou si non, je vais rendre plus difficile pour vous, malheureusement. Je préfère remarquer que c'est tellement intéressant de voir les controverses qui se sont découlées de la réorganisation du programme d'univers social, histoire, géographie et l'éducation et la citoyenneté au début des années 2000. Il y en a plusieurs articles à ces propos, mais je prends tout simplement une vidéo qui expresse bien ces débats. Cette vidéo est disponible sur YouTube à propos duquel je vous fais un extrêmement bref résumé. Dans cette vidéo c'est très récent. D'un côté, il y a un professeur de didactique d'histoire à l'UDM, Marc-André Etier, qui défendait l'idée qu'enseigner l'histoire aujourd'hui devrait s'épancher plus sur les dimensions conceptuelles et méthodologiques de l'histoire pour faire apprendre aux élèves. Cela veut dire à partir du développement des compétences intellectuelles liées à la recherche. Ça veut dire à la fin, n'importe quel récit historique peut être compris parce que les étudiants ont appris à penser historiquement. Voilà. C'est côté du Marc-André. Les côtés d'un historien, Éric Bédard, professeur à TELUC, dénonçait, au contraire, le manque de contenu et des préoccupations d'enseigner l'histoire nationale dans les programmes d'univers social.
Il disait aussi que le récit du roman national, le roman national, c'est les concepts qu'il utilise, le récit du roman national, pour l'utiliser ses propres mots, manquait à ces programmes-là et manquait aussi un cadre formateur de la communauté québécoise qui a été écarté pour donc des programmes scolaires comme du programme québécois après 2001-2006. Pour finir, mes considérations, nous avons encore une fois la dimension du récit national au centre des préoccupations des professionnels en sciences humaines, comme nous avons vu dans les cadres de l'école de Laval et l'école de Montréal. Pour utiliser un bon mot dans ces cas, mutatis mutandis. On change ce qui doit changer pour comprendre mieux ce type de choses. Bref, même si vous ne voulez pas, les enjeux historiques peuvent frapper à votre porte ou à vos raisonnements. Alors, la connaissance d'une histoire des idées et du pouvoir, savoir bien cerner les enjeux concernant les mémoires, à tous efforts éviter faire table rase du passé, comme les présentistes, et considérer les passés pratiques pour nous aider à comprendre les raisons derrière l'école de Laval et de Montréal, mais aussi derrière ce qui discutaient Marc-André Thiers et Éric Bédard. Et pourquoi, mon cher ami, pour finir, c'est parce que la raison la plus profonde, c'est parce qu'il s'agit d'une thématique sensible pour toute la société québécoise. Et ça veut dire quoi? Que les questions historiques fait bouger toute la société et tout son raisonnement, et les gens, les individus s'utilisent toujours de sa propre conscience historique pour dégager ses propres valeurs et sa propre interprétation de ces types de choses. Et voilà, maintenant je passe la parole, mon cher ami Stéphane. Oui, merci, Guilherme. Alors, pour terminer, oups, excusez-moi, je vais revenir en arrière. Pour terminer, nous allons aborder quelques éléments de problématiques euh, liées à l'éducation et qui ont des ancrages ou que, en tout cas, la perspective historique permet de mieux les comprendre, mais ça va être très, très rapide. Vous avez compris qu'on a joué sur les deux tableaux dans cette présentation-là, à la fois la perspective historique pour comprendre l'histoire elle-même, comme discipline, comme programme, etc. Mais bien évidemment, le propos général de notre présentation était de dire la perspective historique, euh, qu'elle soit celle adoptée par un sociologue, un anthropologue ou un historien lui-même, ou toute autre euh, personne, un professeur, bien évidemment, aussi, un professeur d'histoire, etc. Mais dans n'importe quelle discipline, en quelque sorte, la perspective historique permet de comprendre et de mieux comprendre parfois ce qui advient au présent et ce qui éventuellement pourrait advenir au futur. Ce n'est pas de la futurologie, par contre. Ce sont les problématiques actuelles de la pensée que la pensée historique aide à penser ou à donner du sens. Ben, la pénurie d'enseignants. Vous savez, c'est une problématique actuelle qui est immense, qui est très problématique, c'est le cas de le dire. Donc, un Québec qui fait face à une pénurie assez gigantesquissime d'enseignants. Or, quand on regarde le passé, et ici je me réfère, bien évidemment, je vais me référer plusieurs fois à un ouvrage de Maurice Tardif, de Regretter mémoire, ouvrage qui a 22 ans ou qui va avoir 22 ans cette année, mais qui est toujours fort intéressant pour la raison suivante, c'est il applique bien, et bien en tant que philosophe et sociologue, une perspective historique. Parce que durant tout son ouvrage, il démontre comment le passé agit encore sur le présent ou comment il y a j'oserais quasiment dire des atavismes ou des réflexes qui se sont maintenus à travers je mets des bémols sur les termes atavisme et réflexe, bien évidemment, mais sur ce que nous vivons en éducation.
Alors, le Québec, comme province, à partir du 19e siècle, a toujours mal géré son corps enseignant. Il y a eu des périodes d'accalmie, de grandes envolée d'embauches d'enseignants dans les années 60-70 avec la Révolution tranquille et la mise en place des structures éducatives que nous connaissons aujourd'hui. Par contre, si on regarde, mais cette période d'accalmie, nous dit Maurice Tardif, est précisément une accalmie qui s'inscrit un peu en porte-à-faux par rapport à l'ensemble de la manière dont le Québec a traité depuis le 19e siècle le corps enseignant avec des pratiques qui avaient pour conséquence de vraiment mal gérer, en quelque sorte, et mal évaluer les besoins en enseignants dans la province. Naturellement, là, je n'ai pas le temps d'élaborer là-dessus, mais quand on regarde, on prend une perspective historique sur ce problème-là, on se rend compte que le Québec ne fait pas face à quelque chose d'inhabituel dans son histoire, à quelque chose de complètement inédit. Bien évidemment, les caractéristiques, peut-être l'ampleur, etc., sont différentes. On a un système d'éducation à grande échelle, ce qui n'était pas le cas au 19e siècle, au début, jusqu'à la Révolution tranquille. Mais cette manière de mal gérer le corps enseignant et, euh, et fait partie de l'histoire du Québec. Bon. Un autre élément qui est récurrent dans l'histoire québécoise, c'est la faible reconnaissance de la profession enseignante. On en a abondamment parlé depuis les années 90. Il y a eu le projet de la professionnalisation, etc. Mais on se rend compte que le Québec a tardé énormément à bien former ses enseignants par rapport au milieu anglophone au Canada, mais aussi par rapport aux États-Unis, par exemple, une société dont on parle beaucoup ces temps-ci euh, et qu'on souhaite ne pas intégrer. Bon, alors, donc un Québec qui a tardé à bien former ses enseignants et qui a privilégié l'économie financière à la qualité. Encore là, les perspectives historiques nous démontrent bien que les réflexes que semblent avoir, ou en tout cas les choix que semblent faire nos décideurs d'aujourd'hui, en partie, bien évidemment, là, je vais faire une petite, spécification tout à l'heure, euh, dans la manière dont on semble traiter la profession enseignante, a toujours été de considérer qu'il s'agissait d'un travail avec faible reconnaissance, peu de considération pour les enseignants, faible salaire pour les enseignants euh, et faible euh, préoccupation pour la formation des enseignants. Jusqu'en 1939, la plupart des enseignants au Québec pouvaient devenir enseignants en passant un examen du Bureau des examinateurs. C'était un examen de connaissance générale à toute fin pratique, donc une grande partie des enseignants n'avaient aucune forme de formation à l'enseignement. C'est développé les écoles normales graduellement, mais ce n'est que au début des années 70, suite au rapport Parent, que les universités se sont mis à former les enseignants. Bref, le Québec est ancré depuis le début de son histoire dans une faible reconnaissance de cette profession-là. Encore là, je ne peux pas détailler plus que ça. Les programmes scolaires comme objet et fruit de débats entre les groupes d'intérêt, bien, ces éléments-là sont aussi récurrents. Parfois, naïvement, on peut se demander pourquoi les programmes scolaires, et tout à l'heure, Guilherme évoquait les programmes en histoire, pourquoi les programmes scolaires sont ce qu'ils sont, pourquoi les choix de telle ou telle matière à l'horaire, et quelle est la place de telle matière dans le régime pédagogique, etc. Or, quand on regarde comment euh, euh, se sont constitués les premiers programmes scolaires en 1861, je pense, les premiers programmes scolaires là, euh, on se rend compte que cela a toujours été un objet de débat idéologique, un objet de débat entre les groupes de pression et que, bien évidemment, si les groupes de pression ont évolué à travers le temps,
et l'Église graduellement perd sa force. Bien sûr, avec la Révolution tranquille, elle perd le pouvoir qu'elle exerçait sur la constitution des programmes scolaires. On se rend compte tout de même que un programme scolaire, quand on l'évalue, c'est toujours une question d'enjeux idéologiques et pas seulement épistémiques ou, si vous voulez, vous préférez, d'enjeux scientifiques. Si effectivement il y a des enjeux scientifiques, en quelque sorte, la validité des savoirs, etc., les enjeux de nature idéologique et des groupes de pression qui font valoir leurs intérêts sur ce que devrait être le programme sont évidents et ça, à tout égard, depuis les tout premiers programmes scolaires au Québec. Enfin, et toujours trop rapidement, j'aimerais revenir sur les enjeux d'inégalité sociale face à l'éducation. Alors, le contexte néolibéral des dernières années a eu tendance à occulter cet enjeu-là, hein, c'est-à-dire les inégalités sociales. On parle d'inégalités sociales, mais on a eu tendance, en éclipsant la sociologie, par exemple, de l'éducation et les fondements de l'éducation, à actuellement centrer nos préoccupations sur des visées, je dirais, psychomédicales. OK? Et je ne suis absolument pas contre les approches qui prônent l'intervention auprès des élèves en difficulté, de toute nature, bien évidemment. Mais, et on le voit aussi à partir des tout débuts de l'éducation au Québec, mais en tout cas, le moins quand se met en place un système d'éducation avec des bémols un peu structurés au Québec au 19e siècle, euh, bien, ce qui a été autrefois une vision des élèves comme, ben, au fond, ceux qui réussissent pas ou ceux qui poursuivent pas, ben, ils n'ont pas de talent, sont idiots, sont paresseux, etc. On peut dire dans une certaine mesure que ce discours-là a été remplacé graduellement par une vision naturellement nettement meilleure et nettement plus juste psychomédicales, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, TDAH, TSA, etc. Mais ce faisant, ce discours-là, tout comme l'ancien discours, prône constamment ou met de l'avant une vision psychologisante de l'apprentissage et de l'éducation, donc occultant, ce faisant, les questions sociales, inégalités sociales. Bien qu'actuellement, on va ressurgir timidement des débats sur l'école à trois vitesses, mais notre ministre de l'Éducation dit que ça n'existait pas. Alors, timidement. Bien évidemment, les débats sur les inégalités sociales face à l'éducation posent des questions beaucoup plus dérangeantes pour la société, puisqu'elles posent des questions d'équité, de solidarité et des questions qui impliqueraient l'État lui-même dans les décisions qu'il prend. Alors, réduire les questions éducatives, OK? Comme font certains tenants de l'enseignement explicite, à des questions de pédagogie. Les enseignants enseignent mal et s'ils apprennent telle pédagogie, les problèmes seront réglés. Ou les réduire à des questions médico-psychologiques ou psycho-médicales, c'est bien évidemment occulter. Et je ne dis pas que les acteurs font ça pour occulter, mais l'effet que ça a, étant donné que ça occupe beaucoup de place, ça occulte les considérations d'inégalité sociale et culturelle également, qui sont devenus relativement invisibles en raison du contexte historique dans lequel on est, c'est-à-dire l'influence du néolibéralisme depuis le début des années 80, avec l'arrivée de Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher en Angleterre, et qui a mis en place la société, en tout cas, une partie de la société dans laquelle on évolue. Mais cette occultation des dimensions sociales a été présente dans l'histoire québécoise aussi pour d'autres raisons et prodiguée je dirais, mis de l'avant par d'autres acteurs. Mais la perspective historique nous permet de voir qu'il semble y avoir il y a des résonances, je dirais, fusion des horizons, dirait Gadamer. Ça permet de mieux comprendre cette occultation-là, qui a pris un nouveau visage, mais qui n'en est pas moins préoccupante. Là. Alors, nous sommes rendus à la conclusion. Euh, Guilherme, tu veux conclure, puisque tu es
notre premier présentateur. Ah, merci. Bon, en fait, c'est tout. La conclusion, c'est tout simplement pour que le, les personnes qui veulent l'utiliser puissent se rendre compte d'une synthèse de ce qu'on a présenté ici aujourd'hui. Ça veut dire une première partie que portait surtout sur une question plus contextuelle des approches historiques, une deuxième partie qui essayait de comprendre la dimension herméneutique de l'histoire, ça veut dire une base philosophique théorique de la connaissance histoire. Et cette troisième partie, ça veut dire la mise en place de ces connaissances préalables pour essayer de discerner l'historicité des choses, de l'être humain, des sociétés, des symboles culturels et de notre propre compréhension du monde. Et donc, pour finir, tout simplement, développer sa conscience historique pour mieux comprendre la relation entre les passés, les présents et les futurs, c'est tout qu'on voudrait essayer de dire, de remarquer ici aujourd'hui. Bon, merci beaucoup à tout le monde qui était là. Voilà. Alors, Merci beaucoup, messieurs, pour cette conférence fort intéressante. Alors, j'inviterai maintenant nos participants encore présents parmi nous à poser des questions, donner des commentaires en utilisant l'outil qui est disponible dans Zoom, qui est Q&R, donc questions-réponses. Donc, ça nous permettra ensuite à nos conférenciers de répondre à vos questions, de préciser certains éléments que vous aimeriez euh, approfondir auprès d'eux. Donc, on a en partie déjà beaucoup de remerciements pour votre conférence, pour cette belle synthèse. Donc, voilà les premiers commentaires que nous recevons. Euh, Encore une fois, merci pour cette belle conférence. On va voir si on aurait des commentaires de la part de nos participants à ce sujet-là. mhm. Alors, il semble que votre propos était fort pertinent et clair, puisqu'il y a peu de questions qui sont posées les personnes présentes. Donc, on va attendre encore une... Allez-y, Monsieur Martineau. On a fait peur, c'est tout. L'histoire fait peur parfois. Ah, ouais, mais c'est fort intéressant. En tout cas, ça nous amène à poser des réflexions dans nos propres formations qu'on a reçues, entre autres. En Mm. tout cas, moi, c'est ce que ça m'a amené, cette Ouais. réflexion-là. Voilà, ben, je crois pas qu'on ait d'autres Non? intervenants suite à ça. Donc, je vous remercie encore infiniment pour cette présentation fort intéressante. Et je rappelle à nos personnes présentes que l'enregistrement du webinaire ainsi que le document sera disponible éventuellement sur le site du CRIFPE à l'endroit même. Donc, les remerciements affluent. Alors, je crois que c'était fort... ça a été fort apprécié et intéressant, que ce soit d'ici ou d'ailleurs. Alors, C'est un merci, plaisir. messieurs. Merci. Merci à l'équipe du CRIFPE. Merci beaucoup. Bonne fin de Merci. journée. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Merci.